L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, comment ça va aujourd'hui? Pas trop chaud? C'est l'été, les vacances scolaires viennent de commencer, le rythme ralentit un petit peu, mais vous me connaissez, pas question de chômer. C'est même le moment parfait pour relancer une bonne vieille série de vidéos comme j'aime le faire. Par contre, cet été, pas de top du moment comme je l'ai fait ces dernières années, pas de classement des joueurs actuels. Ouais, on fait une petite pause là-dessus, on s'y remettra peut-être l'année prochaine, parce que cette année j'ai décidé de ressortir un vieux concept du placard et de m'y replonger sérieusement. Plusieurs l'ont demandé ces derniers mois, et au bout de 5 ans, il était temps. Aujourd'hui, je vous propose une réactualisation complète de mon top 100 NBA All-Time. Celui que j'avais fait en 2020, il me ressemble toujours, mais j'ai aussi un petit peu changé. Ma vision du jeu a évolué par exemple, c'est normal, et mes critères aussi. Puis il faut le noter également, c'est important, la façon dont je monte les vidéos a évolué un petit peu, heureusement. Ceux qui regardent mon top 100 NBA All-Time d'il y a 5 ans doivent être un petit peu paumés, et je trouvais ça important de moderniser un petit peu le truc. Bref, déjà je commence à m'étaler, on revient là-dessus juste après, c'est promis. Alors on va y aller, on va lancer les hostilités. Premier épisode, première salve, les places 100 à 86. Des joueurs parfois oubliés, parfois sous-cotés, mais qui à mes yeux méritent tous leur place dans l'histoire. Allez, installez-vous bien, prenez un petit rafraîchissement, on attaque une série qui s'annonce complètement épique. Par contre là, avant de rentrer dans le vif du sujet et de donner les premiers noms du classement, vu que c'est la première vidéo, faut qu'on prenne un petit peu de temps. Je veux vous parler rapidement de comment j'ai procédé pour constituer ce top 100 NBA All-Time. Parce que c'est pas juste une liste balancée à l'arrache, c'est une vraie réflexion, un vrai taf de fond, et ça fait depuis le mois de septembre dernier que je suis dessus. Et puis c'est aussi forcément une grosse remise en question de ce que j'avais fait il y a 5 ans. Parce qu'il faut savoir, si on se remet dans le contexte, que ce classement, en 2020, je l'avais constitué dans un certain mood. Je mettais beaucoup de poids sur l'extra sportif, sur l'aura globale du joueur, même au-delà du terrain. C'était une manière de voir les choses, mais avec le recul, j'avoue que j'ai un peu trop dévié. J'accordais même de l'importance au parcours FIBA, à la NCAA, voire à ce que les mecs ont fait en tant que coach ou dirigeant après leur carrière. En fait, je voulais presque mesurer l'héritage total du bonhomme. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça fausse trop les choses. Trop de ligues différentes, trop de situations différentes. Alors pour ce top 100 NBA All-Time version 2025, j'ai tout revu. Je suis reparti de zéro. J'ai même pas regardé mon ancien classement, je voulais pas que mon ego m'influence. J'ai mis les mains dans le cambouis, j'ai réétudié tous les profils et je me suis recentré sur une question simple. Qui a marqué le plus l'histoire de la NBA en tant que joueur? Point barre. Pas de politique, pas d'extra, pas de carrière de coach, pas de NCAA, pas de FIBA. Ouais, vous l'avez compris, juste de la NBA, rien que de la NBA. Maintenant, l'idée, c'est pas de savoir qui serait le plus fort balle en main, c'est pas un test de skills, c'est pas non plus fantasmer sur qui battrait qui dans un 1 contre 1 entre les années 60 et aujourd'hui, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce que je veux évaluer, c'est la grandeur, ce que t'as accompli, ce que t'as symbolisé, comment t'as marqué ton époque, et ça passe évidemment par les titres, les trophées individuels, les MVP des finales, les All-NBA Teams, les All-Star Games, mais aussi par les stats, les records, la longévité, et surtout les playoffs, parce que c'est là que tout se joue. Et ouais, les playoffs, ça change les carrières parfois, et encore plus quand t'as su t'y montrer décisif. Si t'as su répondre présent dans les moments où il y avait tout à perdre, forcément, ça t'élève dans l'histoire de la ligue. La saison régulière, c'est important, je crache pas dessus, mais la post-season, c'est là que les vraies légendes se révèlent. Concernant les autres ligues, je le redis, c'est important, la FIBA et la NCAA ne sont pas prises en compte. Par contre, l'ABA, vu qu'elle a fusionné avec la NBA, je la prends en compte, mais de manière secondaire. Je pondère tout ce qui s'y est passé, ça me semble logique. Et puis, il y a la question des époques. Forcément, t'as plus de chances de marquer l'histoire si tu joues dans une période plus médiatisée, même si c'est difficile à quantifier. En gros, ça, je le garde dans un coin de ma tête, même si c'est un critère diffus. Et puis, évidemment, le classement évolue, parce que des choses se sont passées ces 5 dernières années. Certains joueurs actuels ont fait des bonds de fou, d'autres ont stagné, et même si c'est difficile de ne pas se projeter, j'ai choisi de faire comme si leur carrière s'arrêtait aujourd'hui, à l'été 2025. À partir de là, ils ne pourront que grimper. Donc ce nouveau top 100 NBA, il est différent, parce que mes critères ont évolué. Parce que je suis un petit peu plus rigoureux aussi, ou en tout cas un peu plus focus sur l'essentiel. Et parce qu'à force d'être plongé dans le basket et l'histoire du basket tous les jours, ma vision, en 5 ans, a forcément changé. Vous le verrez, je vous présenterai chaque joueur avec leur palmarès affiché à l'écran. Je vous mets la légende ici. Vous pouvez mettre pause ou y revenir plus tard. Je vous parlerai de la carrière de chaque joueur, et je vous dirai pourquoi je l'ai placé là. Et bien sûr, on va commencer par la place 100, pour finir sur la numéro 1. Et pas besoin de blabla supplémentaire, cette place 100, je l'octroie à Tracy McGrady.
Alors ouais, ça peut sembler presque sévère de le voir là, juste à l'entrée du classement. On parle quand même d'un mec avec 7 sélections All-Star, 7 All-NBA, 2 titres de meilleur scoreur de la ligue et un trophée de Most Improved Player. Individuellement, le CV est très costaud. Plus de 18 000 points, 2 saisons à plus de 30 pions de moyenne et des séquences offensives dont on se souvient encore aujourd'hui. Mais voilà, quand on gratte un peu, on se rend vite compte que le reste est un peu moins reluisant. Sa carrière d'abord, elle commence dans le chaos. Toronto 1997, une équipe qui galère, un coach qui ne sait pas quoi faire de lui et un rookie qui vit très mal la situation. T-Mac passe du bout du banc à la tribune, enchaîne les minutes fantômes et décrit lui-même sa première saison comme un enfer. Heureusement, Butch Carter débarque, il lui file sa chance et tout s'enchaîne. 3e saison, il monte en puissance, se fait un nom, claque des dunks, monte en stats et finit par être échangé à Orlando. Et là, c'est la montée en flèche. Grant Hill est censé être le maître du projet, mais très vite il se blesse. Et donc très vite, c'est McGrady qui prend les clés du camion. Et franchement, il fait kiffer. 27 points de moyenne dès sa première saison en Floride, puis 2 années d'affilée meilleur scoreur de la NBA. 32 points par match en 2003, des cartons à répétition, un match à 62 points, des runs offensifs irréels, puis un départ à Houston en 2004, et cette séquence mythique contre les Spurs. 13 points en 35 secondes pour aller chercher la win. Un des plus grands moments de l'histoire de la saison régulière. T-Mac, ce soir-là, c'était un orage électrique, imprévisible, inarrêtable, légendaire. Mais voilà, le problème il est là, ce genre d'exploit, ça a souvent été seulement des one-shots. Parce que sur les 9 campagnes de playoffs qu'il dispute, il ne gagne que 3 petites séries, et encore, les seules victoires qu'il a eues, c'est avec San Antonio en 2013 à 33 piges sans marquer un point. Autant dire qu'en termes d'impact collectif, il reste un goût d'inachevé dans sa carrière. Alors maintenant, la question que vous pouvez poser, c'est pourquoi il est quand même dans ce top 100 ? Parce que malgré tout, McGrady a marqué la NBA, par son style, par son talent brut, par son aura, parce que des joueurs aussi complets offensivement, aussi fluides, aussi élégants balle en main, on en voit très peu. Mais pourquoi il n'est pas plus haut ? Parce qu'à un moment donné, les résultats collectifs comptent, parce qu'il n'a jamais su franchir ce fameux cap, parce que malgré tout ce qu'il a pu montrer, il y avait toujours cette petite frustration collective. Et ce top 100, il récompense la grandeur, pas juste le potentiel. À la 99e place maintenant, j'introduis Dikembe Mutombo. Et ouais, on attaque direct dans le dur avec une légende défensive, un mec qui a construit sa carrière sur l'art de la dissuasion. 4 trophées de défenseur de l'année, 6 sélections All-Defensive, 3 All-NBA, 3 fois meilleur contreur, 2 fois meilleur rebondeur, 8 fois All-Star, et surtout plus de rebonds que de points en carrière. Ça résume bien le bonhomme. Parce que ouais, Mutombo, ces 18 saisons a totalement verrouillé les raquettes. Drafté en 1991 par Denver, il fait une entrée fracassante en NBA avec une saison rookie à 16 points, 12 rebonds et 3 contres de moyenne. Très vite, son Not in My House est devenu une signature. En 1994, il entre dans la légende avec Denver en sortant les Supersonics, alors seed one dans une série mythique conclue par une image culte. Allongé au sol, tenant le ballon au-dessus de sa tête, les larmes aux yeux, Mutombo claque 31 contres sur la série, un record encore inégalé sur une série en 5 matchs. Mais voilà, si individuellement il est irréprochable, collectivement ça patine un peu plus. À Atlanta, il empile les distinctions, mais jamais il ne fait mieux qu'une demi-finale de conf. À Philly, en 2001, il joue les pompiers de service aux côtés d'Iverson, monte en finale contre les Lakers, mais il se fait écrabouiller par Shaq, malgré des stats plus qu'honorables. Ensuite, New Jersey, New York, Houston, toujours avec le même sérieux, même à 40 ans passés. En 2007, il prend encore 22 rebonds à 41 ans. En 2009, son genou lâche en plein playoff face à Portland. Rideau, après 1196 matchs, 3289 contres et une trace indélébile laissée sur le jeu. Alors pourquoi pas plus haut que 99 ? Eh bien parce que dans ce top, il faut trouver un équilibre. Il manque à Dikembe soit un vrai impact offensif, soit un titre NBA, et dans un classement qui mélange grandeur individuelle et poids historique, c'est ce qui l'empêche de grimper davantage. Mais le simple fait qu'il soit là, dans mon top 100, c'est un hommage à son rôle unique dans l'histoire de la ligue. Un monument de défense, une montagne, un mur. Place 98 de mon classement maintenant, et elle revient à Dave DeBusschere. Et là je vous vois venir, mais qu'est-ce qu'il fout là lui ? Eh bien il fout exactement ce qu'il doit foutre. Déjà on parle d'un mec qui a 8 sélections All-Star, 6 All-Defensive Team d'affilée, et encore les distinctions n'existaient même pas pendant la moitié de sa carrière. 2 titres NBA, un nom dans le Hall of Fame et une place dans les 50 puis 75 plus grands joueurs de l'histoire. Et ça, c'est juste le palmarès. Mais au-delà de la vitrine, c'est tout le récit qu'il y a autour de lui qui compte aussi. DeBusschere, c'est le glue guy par excellence, un poste 4 undersize, 1m98 pour une centaine de kilos, mais qui compensait tout par une intensité à tous les instants. À Détroit, il débarque en 1962 via un territorial pick, un choix spécial pour les talents locaux, histoire
histoire de faire vibrer la fanbase universitaire. Et à Motor City, il commence fort. Dès sa première saison, il tourne à 13 points et 9 rebonds. L'année suivante, il se blesse, mais rebondit pour devenir le plus jeune coach de l'histoire de la NBA, à 24 ans, joueur-coach littéralement. Spoiler, l'expérience est un échec, mais elle raconte déjà quelque chose, son envie de tout donner, de tout assumer. Trop peut-être, car après 3 saisons à combiner les deux rôles, Big D est rincé. Il lâche le coaching, reste sur le terrain et là, boum, meilleure saison de sa carrière. Mais le vrai tournant, c'est en 1968. Les Knicks cherchent la pièce manquante pour transformer leur joli collectif en armée de guerre. C'est ainsi qu'ils envoient Walt Bellamy vers les Pistons pour récupérer Dave DeBusschere. Et là, tout s'imbrique. New York passe de 18-17 à 36-11 dès son arrivée. Dans le système de Red Holzman, il devient la caution défensive, l'âme sacrificielle, le mec qui te fait gagner sans que t'aies besoin de le remarquer. Il défend sur tout ce qui bouge, compile 19 points et 12 rebonds sur les finales 1970, plante 33 points dans un match crucial en 1973. Chaque run vers le titre, c'est avec lui dans les tranchées. Alors non, par contre, il n'a jamais été MVP, et non, il n'a jamais non plus été le go-to guy de sa team. Mais dans une équipe qui fonctionne comme un corps humain, DeBusschere, c'est la cage thoracique. Solide, pas glamour, mais vital. Pourquoi il n'est que 98ème? Parce qu'il manque ce petit supplément d'âme, ce côté franchise player qu'ont les mecs classés plus haut. Mais pourquoi il apparaît dans mon top? Parce qu'il a tout fait pour que les autres brillent, tout en brillant lui-même. Et ça, dans une ligue où les projecteurs sont rares pour les hommes de l'ombre, c'est déjà énorme. On poursuit maintenant avec la place 97 que j'ai filée à Sidney Moncrief. Moncrief, c'est un peu le genre de mec que l'histoire a laissé de côté, parce qu'il n'a jamais eu le bon timing. Pas de MVP, pas de titre NBA, et pourtant, si tu creuses un peu, tu te rends vite compte qu'on parle d'un pionnier, l'un des tout premiers vrais two-way players de la ligue. Le tout premier à rafler le trophée de défenseur de l'année en 1983, et il le fera 2 fois de suite, à une époque où ce genre de distinction pour un arrière c'était loin d'être courant. Parce que Sid c'est ça, 1m93 mais une détente de plus d'1 mètre, un torse en acier trempé et un mental forgé dans les rues d'East Little Rock, un chien de garde mais aussi un attaquant fiable. Entre 1983 et 1986, il tourne à plus de 20 points par match, avec de vraies responsabilités offensives sur les épaules. Ouais, un véritable two-way player, je vous l'ai dit. Drafté en 5ème position par Milwaukee en 1979 dans une cuvée dominée par Magic Johnson, Moncrief a mis un peu de temps avant de s'imposer, mais une fois lancé, c'était terminé. Il est rapidement devenu le moteur des Bucks, leur âme, leur cœur, leur poumon. 5 fois All-Star, 5 fois All-Defensive Team, 5 fois All-NBA, et ce n'est pas juste des lignes sur un CV, c'est la reconnaissance d'un mec qui faisait tout le temps. Rebond, création, scoring, leadership silencieux. Michael Jordan lui-même disait que c'était l'un des gars les plus chiants à affronter. Et quand MJ parle comme ça, tu tends l'oreille. Alors pourquoi seulement 97ème? C'est simple, parce que Moncrief a joué au mauvais moment. Les années 80, c'était l'ère des monstres. Bird, Magic, puis Jordan. Et les Celtics et les Sixers lui ont barré la route presque à chaque printemps. Jamais de finale, jamais de vrai run légendaire en playoff et une carrière écourtée par des genoux en carton. Son prime est court mais intense, ultra impactant mais trop bref pour grimper beaucoup plus haut dans mon classement. C'est dur, mais c'est aussi ce qui rend sa place dans le top 100 précieuse, parce que peu de joueurs aussi oubliés que lui ont eu un tel niveau des deux côtés du terrain. À la place 96 de mon top, on retrouve le premier joueur actif dont je vais parler aujourd'hui, Jason Tatum. Ouais, je sais, ça peut sembler un poil tôt pour le glisser dans un tel classement. Il n'a pas de MVP, il n'a jamais été MVP des finales, et pourtant je le mets là, en 96. Parce qu'on parle d'un mec qui en 8 saisons seulement a déjà coché beaucoup de cases. Le palmarès est loin d'être ridicule. Champion NBA en 2024, 6 fois All-Star, 5 fois All-NBA, un MVP du All-Star Game, et surtout 8 campagnes de playoff en 8 saisons. Et pas juste des apparitions, hein. On parle de 5 finales de conférence, 2 finales NBA et une bague. Statistiquement, le mec a déjà lâché plus de 13 000 points en saison régulière, près de 3 000 en playoff, et il n'a que 26 ans. À ce rythme-là, il va grimper très vite dans tous les rankings historiques. Ce qui est ouf avec Tatum, c'est à quel point il a été prêt dès le début. Drafté en 3ème position par Boston en 2017 après que Danny Ainge ait eu le nez creux en refilant le premier choix aux Sixers contre le pick 3, il a claqué un double-double dès son premier match NBA contre Cleveland. Et en playoff rookie, il a enchaîné les perfs à 20 points comme si c'était normal. LeBron lui-même avait lâché qu'il était fait du bois des futurs superstars. Il avait 20 piges. Même Larry Bird n'avait pas scoré autant à cet âge-là en post-season. Et ce que j'aime aussi chez lui, c'est cette espèce de constance dans la progression. Chaque saison ou presque, il ajoute une corde à son arc. Scoring, playmaking, défense, leadership. Il plante 60 points en 2021, claque des triples-doubles, accumulant les matchs à 50 pions. En 2023, il devient même le premier Celtic à tourner à plus de 30 points de moyenne sur une saison. Et avec Jaylen Brown, ils ont formé l'un des duos les plus prolifiques de l'histoire des Celtics, surpassant même Bird et McHale sur certains points. Et j'insiste, certains points. Et puis, il y a eu 2024, son année, l'année du titre. Même sans être élu MVP des finales,
il a porté les Celtics, mené l'équipe en points, rebonds et passes sur toute la campagne de playoff. Dans l'histoire, seuls 5 autres gars ont fait ça pendant un run de champion. Vous voulez les noms? LeBron, Jokic, Tim Duncan, Hakim et Bird. Ouais, c'est à ce genre de table qu'il s'assoit. Alors pourquoi seulement 96? Parce que malgré tout ça, il lui manque encore quelques éléments pour viser plus haut. Pas de MVP des finales, pas encore de réelle domination en saison régulière. Si sa carrière devait stagner après sa rupture du tendon d'Achille, ce que je ne lui souhaite pas évidemment, cette 96e place serait déjà un bel hommage à l'empreinte qu'il a laissée. Mais s'il revient au même niveau, ou même plus fort, alors là on reparlera de lui probablement bien plus haut dans quelques années. À la 95e place de mon top 100 NBA All-Time 2025, j'ai mis Adrian Dantley. Et vous savez quoi, il mérite d'y être. Pas plus haut, pas plus bas, juste là. Parce que même si son palmarès peut sembler un peu léger à première vue, le bonhomme c'était un monstre en attaque. 6 sélections au All-Star Game, 2 titres de meilleur scoreur de la ligue, 2 All-NBA Team, un trophée de rookie de l'année, et surtout plus de 23 000 points inscrits en carrière. Pas mal pour un gars dont on doutait dès le lycée à cause de son physique. Dantley, c'est l'histoire d'un scoreur pur, l'un des meilleurs de tous les temps dans ce domaine. Il n'a jamais été flashy, il n'a jamais été médiatisé comme un Wilkins ou un Jordan, mais il était létal. Un style old school tout en footwork, en mid-range, en lancer franc gratté à l'ancienne. 4 saisons à plus de 30 points de moyenne, souvent au-dessus des 55% au tir, et ce sans jamais abuser. Il prenait peu de shoots comparé aux autres cadors, mais il rentrait tout. Avec lui, c'était pick your poison. Tu le laisses approcher, il te score sur la truffe. Tu mets du contact, il va sur la ligne. Et là encore, il enfilait les lancers francs comme des perles. Mais voilà, aussi fort soit-il individuellement, Dantley n'a jamais vraiment été un winner. Il a longtemps été plombé par des équipes faibles, notamment à Utah, où il tourne à 30 pions de moyenne pendant que le Jazz rate les playoffs. Quand enfin l'équipe se structure autour de lui avec Stockton, Malone et une vraie défense, il y a clash avec le coach Frank Lydon. Résultat, un trade encore, et la boucle continue. À Détroit, rebelote, il frôle le titre en 88 avec les Bad Boys, puis il est échangé en cours de saison l'année suivante, juste avant que les Pistons ne soient enfin champions. En fait, Adrian Dantley, si on résume, c'est un petit peu le loser magnifique. Le gars ultra talentueux qui te met 30 points dans son sommeil mais qui ne te fait pas forcément gagner. Trop focalisé sur le scoring, pas assez impliqué ailleurs. Un joueur unidimensionnel dans une ligue qui valorise le tout en un. Et c'est ça qu'il cantonne à cette 95e place. Il n'a jamais été le visage d'une dynastie, ni vraiment leader vocal ou moteur défensif. Mais dans son domaine, il a tutoyé l'excellence. Et pour ça, il mérite sa place dans ce top. À la 94e place de mon top 100 NBA All-Time, je vais maintenant chercher Draymond Green. Draymond, dans mon top 100, je vous vois venir les puristes, les fans de stats, ceux qui voient le jeu au travers du prisme des points marqués. Oui, Draymond n'a jamais fait rêver les box scores offensifs. Et pourtant, ce gars-là est une anomalie, une énigme, un cas à part. 4 titres NBA, 4 fois All-Star, 2 fois All-NBA, 9 sélections All-Defensive, 1 DPOY, 33 triple-doubles en carrière, et surtout un rôle majeur, constant et irremplaçable dans l'une des plus grandes dynasties modernes. Pour beaucoup, c'est un role-player, mais chez les Warriors, c'est le ciment, le cœur, l'âme. Sous-estimé dès le départ, Green s'est rapidement incrusté dans la rotation de Steve Kerr, puis il n'en est plus jamais sorti. Très vite, il fait parler sa polyvalence, sa défense, son intelligence de jeu, décisif face au hit de LeBron dès sa saison rookie, titulaire dès l'année suivante, triple-doubleur dès 2015 et même créateur de jeu principal dans le système des Warriors. Oui, pendant que Curry et Clay s'agitent off-ball, c'est lui qui organise le trafic. Il joue meneur dans un corps d'extérieur, sans avoir le shoot, mais en ayant le cerveau et la rage. Des anecdotes le concernant, il y en a en pagaille. Ce triple-double sans atteindre les 10 points, ses coups de sang contre LeBron ou Sabonis, ses altercations avec KD ou Poole, ses suspensions, ses prises de tête, mais aussi cette capacité à éteindre Jokic une possession puis switcher sur un meneur la suivante. Draymond, c'est un défenseur qui peut changer sur tout le monde, un rebondeur sous-dimensionné mais teigneux, un passeur élite pour son poste et un moteur émotionnel rare. Alors pourquoi seulement 94? Parce qu'il ne joue pas pour les stats justement, de toute façon il ne peut pas le faire. Parce qu'il est trop limité en scoring pour porter une équipe, parce que son tempérament a parfois coûté cher aux Warriors, et parce qu'en dehors de cet environnement, difficile d'imaginer qu'il aurait eu le même impact. Mais à Golden State, il est absolument irremplaçable, et c'est bien pour ça qu'il est dans mon classement. Pour la 93e place de mon top 100 all-time maintenant, j'appelle Alonzo Mourning. Et franchement, si vous avez vu jouer Zo, vous savez qu'il ne vient pas là pour faire de la figuration. 7 fois All-Star, double meilleur contreur de la ligue, double DPOY, 2 sélections All-NBA, 1 titre NBA en 2006. Bref, un CV qui claque, surtout pour un gars dont la moitié de la carrière a été bouffée par les galères médicales. Et pourtant, même au crépuscule, même les genoux en miettes, il continuait d'envoyer des contres dans tous les sens. Zo, c'était ça, une attitude, une rage, un refus de se laisser éteindre. À ses débuts, c'est simple, il compile 21 points, 10 rebonds et 3 contre et demi dès sa saison rookie. À l'époque,
l'époque, seuls Shaq et David Robinson avaient osé faire ça, et le pire c'est qu'il était clutch. Son game winner contre Boston en playoff, c'est pas juste une légende locale, c'est le genre d'action qui pose un bonhomme dans l'imaginaire collectif. Ensuite, il explose à Miami, devient l'encre défensive d'une franchise qui grandit avec lui. Il claque des saisons à quasi 4 contre de moyenne, rivalise avec Ewing, bat le record de la franchise de bloc, multiplie les récompenses et coche absolument toutes les cases. Mais voilà, encore une fois, on parle d'un mec dont le prime n'a pas duré assez longtemps. Les meilleures années du Heat de Morning se terminent souvent face aux Knicks, et son titre, aussi beau soit-il, arrive dans un rôle de backup derrière Shaq avec des genoux rafistolés. Pas un leader offensif du calibre de ses contemporains, pas de vraie campagne en finale NBA dans son prime, pas non plus un palmarès collectif affolant en tant que première option. Et c'est ça pour moi qui l'empêche d'aller beaucoup plus haut dans ce classement. Avec un prime un peu plus long et davantage de réussite en playoff dans ses plus belles années, je pense qu'il aurait pu viser plus haut. Mais là, en mettant tout sur la table, le pic de sa forme, les récompenses, la défense d'élite, mais aussi les manques collectifs et la santé en dents de scie, la place 93, c'est pas un manque de respect, c'est une reconnaissance, une manière de dire « Zo, on t'a pas oublié ». À la 92e place de mon classement, j'ai mis un nom qui provoque chez moi à la fois beaucoup de respect, mais aussi énormément de frustration. J'ai nommé Grant Hill. Parce qu'en matière de talent pur, de bagage technique, de QI basket, il y avait potentiellement un top 15 all-time pour lui. Mais la carrière, elle, n'a pas suivi le script qu'on attendait tous. 7 sélections All-Star, 5 All-NBA Team, un titre de rookie de l'année partagé avec Jason Kidd, sur le papier c'est solide, mais ça ne raconte pas toute l'histoire. Parce que ses débuts, franchement, c'est juste une méga claque dans nos tronches. Premier match NBA, 25 points, 10 rebonds, 5 passes. Il rejoint un club ultra fermé avec Karim, Elgin Baylor et Maurice Stokes. Dès sa première saison, il tape presque 26,5 de moyenne, avec des interceptions, des contres, du QI basket et même un petit surnom, le Cyborg. C'est simple, en 1995, il devient le premier rookie de l'histoire des sports US majeurs à finir premier du vote pour le All-Star Game, devant tout le monde, devant toutes les superstars. Et ce n'était pas juste de la hype parce qu'il était rookie et que tout le monde l'appréciait et était impressionné, loin de là. Sur ses 6 premières saisons à Détroit, il porte littéralement une équipe bien trop légère pour aller loin. 3 fois, il mène les Pistons au point, au rebond et aux passes sur une seule et même saison. Ça, seuls Wilt, Baylor et LeBron l'ont fait plusieurs fois. Il termine même 3e du MVP en 1997, derrière MJ et Malone. Le mec faisait tout. Il avait les mains de Magic, les jambes de Pippen et la mentalité d'un vétéran. Un vrai gentleman qui dominait sans jamais parler. Très classe. Mais voilà, ce qui devait être l'envol ensuite s'est transformé rapidement en chute libre. Cheville cassée, diagnostic bâclé à Détroit, puis transfert à Orlando, et là blackout. 6 saisons là-bas, 5 ans à l'infirmerie, infection au staphylocoque, opération, antibiotiques pendant des mois. Il frôle même la mort. Le duo rêvé avec T-Mac n'a jamais existé, et le Big 3 avec Duncan a capoté pour une histoire de famille en avion. Sérieusement, il y a des what-if qui font mal, celui-là, il t'arrache carrément un bout de cœur. Après, il revient, et c'est énorme. En 2005, à 32 ans, il redispute même un All-Star Game. Et à Phoenix, entre 2008 et 2012, il est là, tous les soirs, ou presque. Défenseur de luxe, vétéran modèle, toujours utile, toujours propre, et même une finale de conf en 2010. Ironie totale, sa seule vraie campagne de playoff. Il l'a fait à 37 piges, et dans un rôle secondaire. Et c'est justement ça, ces chiffres en post-season sont très faibles, c'est bien dommage. Aucune série remportée avec Détroit ou Orlando, aucun MVP, pas de titre, pas de finale, c'est ça qui l'empêche de monter plus haut dans mon classement. C'est froid, mais c'est juste, il a le talent pour viser les étoiles, mais les blessures lui ont cloué les ailes. Pourtant, je le mets dans mon top 100, parce que ce qu'il a montré, même sur un laps de temps réduit, c'est trop marquant pour être ignoré. Le nice guy par excellence, le cyborg qui a tenu bon, et un exemple de dignité rare dans une ligue qui te broie à la moindre faiblesse. À la 91e place de mon top 100 all-time NBA, maintenant j'ai choisi Bernard King. Et rien que de dire son nom, j'ai l'image d'un soliste pur, d'un de ces mecs qui, balle en main, pouvait faire tomber n'importe quelle défense sans avoir besoin d'un système ou d'un écran. Un esthète du scoring, un artiste du demi-terrain. Et comme beaucoup de génies, lui aussi a été rattrapé par les démons et par son corps. 4 fois All-Star, 4 fois All-NBA, une fois meilleur scoreur de la ligue en 1985 avec quasiment 33 points de moyenne, et même ce trophée oublié de Comeback Player of the Year en 1981 qui résume à lui seul le parcours en montagne russe de ce phénomène. Près de 20 000 points marqués en carrière pour King. Et pourtant, j'ai un gros sentiment d'inachevé le concernant. Parce que Bernard King, c'est tout d'abord un début en fanfare chez les Nets dès sa saison rookie. Plus de 24 points et 9 rebonds de moyenne, mais aussi des dérapages hors terrain, des problèmes d'alcool et une suspension dès son passage à Utah. Heureusement, c'est à Golden State qu'il retrouve goût au basket, et à la vie. Là-bas, il redevient un joueur majeur, All-Star, All-NBA, et surtout redouté par tout le monde. Tout ça, c'est chouette, mais c'est à New York que King va réellement devenir une légende vivante.
À Big Apple, il devient le roi du Madison. 50 points 2 soirs de suite, 60 un soir de Noël face aux Nets. Et puis cette série face aux Pistons en playoff 1984, où il colle 42, 46, 46 et 44 points à Isaiah Thomas avec un doigt fracturé et une grippe. Du pur king, inarrêtable. Mais la réalité est cruelle. En mars 1985, il tente un contre et son genou explose. Ligament croisé, ménisque, fracture du fémur. Personne à l'époque n'est jamais revenu d'un tel carnage. Il rate 2 saisons et quand il revient, les Knicks ne veulent plus de lui. Patrick Ewing a pris le trône. Alors King s'exile à Washington. À 34 ans, il sort une saison à 28 points de moyenne. Il retrouve le All-Star Game, devient le plus vieux titulaire du match des étoiles, ovationné par tout le public. C'est beau, c'est fort, c'est touchant, mais ça ne dure pas. Une nouvelle blessure le stoppe net. Il ne retrouvera plus jamais son niveau. Pourquoi alors seulement la 91e place au vu de tout ce talent? Parce que malgré son génie offensif, King reste un joueur qui n'a jamais passé un deuxième tour de play-off. Parce que son jeu, aussi élégant soit-il, était terriblement centré sur lui. Et surtout parce que son corps ne lui a pas permis d'écrire une carrière pleine. Mais à son apogée, peu de joueurs ont autant terrorisé les défenses. King faisait partie de cette caste très rare de mecs qui pouvaient littéralement marquer à volonté. Et rien que pour ça, il méritait, je pense, d'être dans ce top 100. Et maintenant, la 90e place de mon top 100 est offerte à Chris Mullin. Mullin, c'est pas le plus clinquant des noms que vous entendrez dans ce top. Pas de MVP, pas de titre NBA et même pas vraiment de trophée qui peut briller dans une vitrine. Mais vous commencez à me connaître, la grandeur, ça ne se résume pas à une étagère bien remplie. Mullin, c'est une histoire, une vraie, une trajectoire cabossée, un talent pur, une gueule de gentil et une volonté de faire. 5 fois All-Star, 4 fois All-NBA, 16 saisons, plus de 17 000 points en carrière, rien que ça, déjà, ça mérite le respect. Et c'est justement parce qu'il a vécu tout ça, avec les hauts, les bas, les chutes, les renaissances, que selon moi, il mérite sa place dans ce top. Drafté en 1985, Mullin débarque aux Warriors dans une franchise paumée, sans identité. Lui non plus d'ailleurs ne sait pas trop où il va. Le gamin de New York tombe dans l'alcool, s'éloigne de ses proches, perd pied et trouve un mentor, Don Nelson. Le coach va lui tendre la main, le sortir de sa spirale, et Mullin en retour va lui offrir 5 saisons stratosphériques. De 1988 à 1993, le mec tourne à plus de 25 points de moyenne, shoot pur, QI basket démentiel, main en or, et ce style soyeux. Le Run TMC avec Hardaway et Richmond était clairement en avance sur son temps. Un basket de mouvement, de rythme, de spacing. Puis Chris Mullin, c'est aussi une jolie fin de carrière chez les Pacers. C'est justement à Indianapolis qu'il connaît ses meilleurs runs de playoff. Dans un rôle moins prégnant à 34 ans, c'est sûr, mais toujours titulaire, au moins sur les 2 premières saisons qu'il passe là-bas. En 2000, même si à 36 ans il est totalement usé, affaibli par des douleurs au dos qui l'empêchent de se déplacer comme il voudrait, il va même connaître les finales NBA pour la première fois de sa carrière, après avoir goûté aux finales de conf l'année précédente. Du coup, il y a quand même un mix de perfs individuels et de perfs collectives. Alors pourquoi cette 90e place? Pourquoi pas plus haut ou pas plus bas? Parce que malgré son talent certain, son prime a été trop court, parce que son corps l'a lâché trop tôt, parce qu'en playoff, malgré de vrais coups d'éclat, il n'a jamais été transcendant. Chris Mullin, c'est pas une carrière de légende absolue, mais c'est une légende, à sa manière. Un joueur culte, une figure emblématique des Warriors, un survivant, un vrai. Et pour moi, dans ce top 100, il a sa place, juste pas plus haut que le top 90. À la 89e place de mon top 100 NBA 2025 vient maintenant Chris Webber. Alors lui, c'était un régal de le voir jouer, un pur bonheur pour les yeux. Chris Webber, c'est ce genre de joueur qui te fait aimer le basket rien qu'en posant un pied sur le parquet. Un ailier fort, oui, mais un ailier fort avec les mains d'un meneur, la vision d'un quarterback et un toucher soyeux, puissant, explosif, mais aussi créatif et altruiste. Un vrai point forward avant l'heure en somme, une espèce de précurseur. Et c'est pas pour rien qu'il est rookie de l'année en 1994, All-Star à 5 reprises, 5 fois All-NBA, et même meilleur rebondeur de la ligue en 1999. Il a aussi claqué 21 triple-doubles dans sa carrière, dont un mythique 40-10-10 face aux Warriors, son ancienne équipe, en décembre 1995. C'est fou ça, à peine une saison dans la ligue, et déjà la boucle était bouclée pour lui. Sa carrière se commence fort avec un premier pick de draft échangé direct contre Penny Hardaway, premier coup de théâtre. Derrière, ça explose aux Warriors, mais le clash avec Don Nelson le pousse à filer à Washington. Là-bas, il retrouve Juwan Howard, son pote de Michigan, et ramène les Bullets en playoff pour la première fois depuis presque une décennie. Mais c'est surtout à Sacramento que Webber entre dans une autre dimension. Il atterrit chez les Kings un peu à contre-cœur en 1998, et pourtant, il va devenir le visage de la franchise. À ses côtés, Bibi, Peja, Divac, Rick Adelman sur le banc, et la NBA tombe amoureuse du jeu de Sacramento. En 2002, ils sont même à un cheveu d'aller en finale NBA, et pourquoi pas de remporter le titre même, mais vous connaissez l'histoire. Ce Game 6 face aux Lakers, l'arbitrage suspect, les 27 lancers francs accordés à LA dans le dernier quart, une plaie encore ouverte pour les fans. Sacramento tombe en 7 matchs, et Webber, malgré une perf XXL, ne verra jamais les finales. Pourtant, après, il y aura encore des tentatives, et il n'abandonne pas comme ça le Chris. Une nouvelle finale de conf avec les Pistons en 2007, mais toujours pas de bague. Des stats solides, des saisons à plus de 23 points et 11 rebonds, mais des blessures aussi, comme ce genou en 2003 qui coupe
coupe net les ambitions de titre avec les Kings. Et malgré un retour honorable et un passage discret à Philadelphie, il ne redeviendra jamais le même. Alors ouais, je le mets en 89 et je m'en explique, parce que sans titre, sans MVP et sans vraie longévité au top, c'est difficile de le placer beaucoup plus haut. Mais dans le jeu, dans la pureté du basket, dans le style et l'impact culturel des Kings du début des années 2000, Chris Webber c'était quelque chose, et je suis bien heureux de lui filer une place dans le top 90. Et à votre avis, je la donne à qui, la place 88 de mon top? Allez, on fait pas durer le suspense, on parle de Chauncey Billups maintenant. Et ouais, peut-être que certains vont froncer les sourcils en le voyant aussi haut, mais moi je vous le dis tout de suite, ce mec est sous-coté, gravement sous-coté. On parle d'un meneur qui a été 5 fois All-Star, 3 fois All-NBA, 2 fois dans les All-Defensive Team, champion NBA avec les Pistons et MVP des finales en 2004. Et surtout, d'un gars qui a disputé 7 finales de conférence, dont 6 d'affilée avec Détroit. C'est pas rien, c'est même rarissime dans l'histoire de la ligue. Et pourtant, rien ne laissait présager qu'il connaîtrait tant de succès en début de carrière. Drafté en 3 par Boston en 1997, Billups a d'abord été baladé comme un vulgaire bouche-trou. Au bout de 3 ans en NBA, il a connu 3 teams et tout le monde le voyait comme un bust, et lui, il vivait ça comme un désastre. Mais c'est là que l'histoire devient belle. Il rebondit à Minnesota, sa 4e team, profite de la blessure de Terrell Brandon et réalise des perfs solides en playoff. Sur cette bonne dynamique, en 2002, il signe à Détroit et tout change. Là-bas, il devient Mr. Big Shot, leader naturel, clutch comme pas deux, chef d'orchestre d'un collectif historique. Il guide les Pistons vers un titre inattendu en 2004 contre les Lakers de Kobe, Shaq, Malone et Payton. Un 4-1 net et sans bavure. Et le MVP des finales, c'est pour lui. Mais ce n'est pas juste une histoire de trophée, parce qu'à chaque fois qu'il pose ses valises quelque part, l'équipe dans laquelle il débarque progresse. Les Nuggets, par exemple, quand il y retourne en 2008, signent leur meilleure saison all-time à l'époque, et lui atteint une nouvelle fois les finales de conférence. Avec lui, Carmelo devient un autre joueur. Même les Clippers, à son arrivée, à 35 ans, ont démarré leur saison en trombe. Alors oui, sa carrière manque de stats XXL, il n'a jamais tourné à plus de 20 points de moyenne sur une saison, mais c'est pas toujours qu'une question de chiffres. Billups, c'est l'impact, la gagne, la maîtrise, la confiance dans les moments chauds. C'est un joueur qui change les équipes. Et ça, dans l'histoire de la NBA, il y en a pas tant que ça. Alors 88, c'est pas un cadeau, c'est une reconnaissance. Une façon de dire, ouais, t'as pas dominé les box scores, mais t'as marqué la ligue, mon cher Chauncey. La place 87, maintenant, appartient à Alex English. Un joueur discret, presque effacé, mais un des scoreurs les plus prolifiques de l'histoire. On parle quand même d'un mec qui a planté plus de 25 000 points en carrière, qui a été 8 fois All-Star, 3 fois All-NBA, et qui a même remporté un titre de meilleur scoreur de la ligue en 1983. Pendant les années 80, personne n'a marqué plus de points que lui. Personne. Et pourtant, il est souvent oublié dans les débats all-time. La faute à quoi? À un style sans éclat, une équipe jamais taillée pour le titre et une carrière passée dans l'ombre des stars médiatiques comme Bird, Magic ou Jordan. Sa carrière, elle, commence doucement lui aussi, c'est le moins que l'on puisse dire. Drafté au second tour en 1976 par les Bucks, il végète dans un effectif où la concurrence est trop rude. 2 saisons sans réel impact, et le voilà à Indiana, où il commence à montrer de belles choses. Mais c'est à Denver que tout s'emballe. Échangé contre un George McGuinness en fin de parcours, English débarque dans les Rocheuses. Et là, c'est le décollage. Le coach Doug Moe construit une équipe 100% orientée attaque. Du run and gun sans complexe. Et dans ce système, English explose. Durant les années 80, il enchaîne 9 saisons à plus de 23 points de moyenne, dont une à plus de 28. Il est le visage d'une équipe qui ne fait jamais semblant d'attaquer. Les Nuggets vont en playoff 9 fois en 10 ans avec une pointe en finale de conférence en 1985. Mais chaque fois, la défense fait défaut. Trop tendre pour aller chercher des titres, trop court face aux Lakers. Et tout ça, tous ces échecs répétés, mine de rien, ça compte aussi dans un classement all-time. Pourtant, English coche plein de cases, longévité, constance, efficacité, plus de 50% au tir sur sa carrière, et une régularité assez dingue. Mais pas de bague, pas de finale, pas de vrai moment historique qu'il mettrait dans la lumière. C'est un des meilleurs scoreurs de l'histoire, mais pas un game changer sur le plan collectif. C'est pour ça qu'il est là, à la 87e place. Pas plus bas, car son talent pur est indéniable, mais pas plus haut non plus, parce que l'impact collectif et les accomplissements restent trop limités à mon goût. Et maintenant, en place 86, la dernière pour aujourd'hui, voici Dennis Johnson. Il y a des mecs comme ça qui n'ont jamais eu le style, mais qui ont toujours eu le fond. Dennis Johnson, alias DJ, c'est 14 saisons NBA, 3 titres, 5 All-Star Games, 9 sélections en All-Defensive Team et un trophée de MVP des finales. Un CV solide comme un mur en béton armé, le genre de carrière qui sent la sueur, le combat et la résilience. Parce que DJ, c'était pas juste un défenseur de génie, même si dans le domaine il était incroyable, c'était surtout un survivant. Drafté en 29e position en 1976 après une jeunesse compliquée à Compton, Dennis Johnson débarque à Seattle un peu par hasard, beaucoup par besoin. Il claque un 0 sur 14 en Game 7 des finales 78 et se fait fumer par les Bullets. Et un an plus tard, il revient les affronter, les bat, prend le titre et chope le MVP des finales en 22-6-6 de moyenne. Ce genre de revirement, c'est pas donné à tout le monde.
C'est ça qui le définit, un mec qui apprend, qui répond, qui encaisse et qui revient plus fort. Ses années à Phoenix ensuite sont solides, il monte à plus de 19 points de moyenne, il intègre les All-NBA Team, mais il reste bloqué en demi-finale de conférence. Trop fort pour échouer autant, pas assez docile pour s'inscrire dans un projet à long terme, il claque la porte, une habitude chez lui. Et c'est là que Red Auerbach, le parrain des Celtics, fait le move. Il accueille Dennis Johnson à Boston. Et là, on entre dans la légende. Le mec muselle Magic Johnson en 1984, claque le game winner du Game 4 en 1985, convertit la passe légendaire de Bird contre les Pistons en 1987. DJ, c'est le gars sur qui tu peux compter quand ça chauffe. Pas flashy, pas clutch, pas superstar, mais essentiel. Il était le coéquipier favori d'un mec dur comme Larry Bird. C'est pas rien, franchement, croyez-moi. Alors pourquoi seulement la 86e place? Parce que malgré les titres, malgré la longévité, malgré la défense, DJ n'a jamais été un franchise player. Il n'a pas dominé statistiquement, il n'a jamais été dans la course au MVP, et il a souvent été la 3e ou 4e option offensive. C'est un role player, d'élite oui, mais un role player quand même. À cette 86e place, je le mets là où il brille le plus, à l'ombre des projecteurs, mais en plein cœur de l'histoire tout de même. Bref, là on arrive au bout de ce premier épisode, et je suis déjà impatient de vous présenter les 15 prochaines places. Vous en pensez quoi vous? Il y a des joueurs que j'ai classés bien trop haut, ou alors bien trop bas à votre avis? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai super hâte d'avoir vos retours, et j'espère que ça va débattre très fort entre vous. Lâchez-vous, ne vous gênez pas.